Donc en plus d'avoir payé 5 000 €, tu es passé à côté de 7 000 € d'intérêts supplémentaires. C'est des intérêts que les banques auraient théoriquement pu verser aux particuliers et qu'elles ne versent pas. C'est 31 milliards d'euros en France et 170 milliards d'euros à l'échelle européenne. Dans ma carrière, j'ai vu aussi comment des professionnels du secteur financier, pas tous, pouvaient exagérer les frais qu'ils prélevaient sur des clients qui n'y comprenaient rien. Il y a un disclaimer, évidemment, de risque, mais c'est présenté comme une facilité de paiement. Alors qu'en fait, c'est une catastrophe pour ton argent. Sinon, tu perds du pouvoir d'achat. Et sur une année, c'est pas grave. Mais sur 10, 15, 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. Comme c'est des pourcentages, l'immense majorité des gens, ils ne font pas le calcul. Il n'y a que 3 règles à connaître. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'investisseurs où on décrypte les stratégies gagnantes pour bien investir, bien gérer son patrimoine et reprendre ses finances en main. Aujourd'hui, j'aimerais briser les tabous de l'argent et de l'investissement et j'aimerais rentrer en profondeur sur des sujets dans un contexte d'inflation, de problèmes sur les retraites, de banquiers qui parfois peuvent être plus des vendeurs de produits que de véritables conseillers. Et donc rentrer en profondeur sur comment bien gérer ses finances personnelles de manière simple, de manière accessible à tous. Comment éviter les erreurs classiques qu'on peut faire avec l'argent ou l'investissement. Et pourquoi les méthodes classiques que nous ont appris nos parents et que un peu tout le monde utilise ne sont plus du tout adaptées. Et enfin, quelles sont les opportunités aujourd'hui qu'on peut avoir grâce à cette démocratisation de l'investissement, grâce à des néo-courtiers, des néo-banques qui rendent l'investissement accessible à tous. Et pour en parler, qui de mieux que Mathias Bacchino, directeur Europe de Trade Republic et ex-trader. Bonjour Mathias. Bonjour Mathieu. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne S'investir. J'ai beaucoup aimé tes différentes prises de parole et c'est des sujets que tu maîtrises très bien. Peut-être avant de rentrer dans le vif, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Déjà, je suis ravi d'être là parce que c'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on collabore tous les deux et je crois qu'on peut prendre juste un instant et se dire peut-être que sur les 4 dernières années, le travail qui a été accompli en commun a porté ses fruits parce que des centaines de milliers de personnes se sont mis à investir intelligemment, prudemment. Le niveau de prise de conscience de la nécessité d'investir, de prendre son argent en main, d'arrêter de payer des frais énormes, etc. est élevé. Donc, well done. Voilà. Je pense que ça vaut le coup de prendre un peu de recul, de se poser et de se dire, ouais, là, on est en train de contribuer à changer quelque chose dans la société française et c'est bien. Donc, moi, je suis Mathias Bacchino, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis passionné de moto et de rugby. Je suis issu d'un milieu plutôt populaire, une histoire familiale d'immigration italienne et espagnole. Je suis le premier de ma famille, comme on dit, à monter à Paris. Mes parents étaient les premiers de leur famille à avoir le bac. Donc il y a cette notion d'ascenseur républicain, de méritocratie, d'ascenseur social qui est très, très fort chez moi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je défends la démocratisation de l'investissement et de l'épargne, parce que prendre son argent en main et être capable de l'optimiser, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire par le passé, mais qui est devenu très important aujourd'hui. Et moi, si tu veux, dans mon parcours familial, j'ai eu des extrêmes avec l'argent, des moments de grande difficulté et des moments aussi de grande satisfaction et des gains très importants. Et donc, j'ai de ce parcours-là, et puis d'un parcours d'une dizaine d'années en salle des marchés, un passage dans la banque en ligne avant de rejoindre Trade Republic, là, depuis 4 ans, où je suis intrapreneur, comme je dis. J'ai vu beaucoup de choses sur l'argent. Et puis, par ailleurs, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup contribué à des travaux de clubs de réflexion, des think tanks, des partis politiques, etc., ces 15 dernières années. Et donc, je vois bien aussi les enjeux économiques globaux qu'il y a pour l'Europe dans les 20 ans qui viennent à optimiser son argent individuellement, parce que ça va devenir indispensable. Ça l'est déjà, mais ça va l'être de plus en plus si on ne veut pas que l'Europe s'appauvrisse massivement, entre autres par les personnes âgées à partir de 2040. Et donc, tout ça, ça fait que j'ai rejoint une entreprise très innovante qui apporte des solutions d'épargne, d'investissement et de services bancaires aujourd'hui beaucoup moins chers, avec des services que moi je trouve plus humains, une manière plus humaine d'envisager l'argent. Et puis, je m'engage à titre personnel aussi dans l'éducation financière par mes contenus sur les réseaux sociaux, les interviews auxquelles je réponds. Et puis, un livre qui sort le 14 novembre. Voilà, prenez votre argent en main, qui est un projet personnel dans lequel j'ai identifié les plus grosses poches d'argent gaspillées pour les particuliers en France. Et c'est une enveloppe d'à peu près 200 milliards d'euros par an d'argent qui ne devrait pas partir des comptes des Français ou qui devrait arriver sur les comptes des Français et qui n'y arrive pas. Donc voilà, c'est un chemin passionnant où il y a beaucoup de boulot en interne chez Trade Republic pour développer l'entreprise dans les 17 pays où on opère désormais
et bientôt davantage. Il y a un gros travail extérieur de communication, d'éducation financière, de pédagogie. Et puis il y a peut-être une des parties que je préfère dans mon travail qui est le fait d'encourager des gens comme toi pour faire ce travail d'éducation financière sur Internet. Parce qu'avant, c'était réservé à une élite. Et aujourd'hui, l'élite, c'est tout le monde. Et donc, c'est aussi grâce à des gens comme toi, Mathieu. Donc, merci. Merci beaucoup. Juste, tu as dit que tu étais passionné de rugby et que tu es monté sur Paris. Tu viens du Sud? Alors moi, ma famille est originaire du Var, du Ok. côté de mon père. Donc le RCT, le Racing Club de Toulon, est cher à mon cœur. Ok. Du côté de ma mère, on est autour de Marseille. Donc Ok. oui, moi je viens du Sud. Il se trouve que par des hasards de la vie, j'ai grandi en Bretagne. Donc rien à voir. Je suis très heureux de voir Vannes d'ailleurs en top 14 en rugby cette année. Mais oui, mes attaches sont plutôt dans le sud-est. Je dirais autour de Marseille. Moi j'ai fait une partie de mes études à Aix-en-Provence aussi. Ok. Donc le Var, la Provence de manière générale, c'est là où je me sens chez moi. Et le rugby, c'est un sport que j'ai découvert à 18 ans parce que j'avais beaucoup grandi d'un coup et que j'ai adoré. Avant, je faisais du basket et du tennis, mais le rugby, ça a été 10 ans de grande joie en tant que deuxième ligne, aussi bête et méchant pendant les 2 premières mi-temps que bienveillant pendant la troisième. Ok, très bien. Tu as dit que tu avais vu des choses sur l'argent qui étaient peut-être choquants. Qu'est-ce que tu as vu de plus choquant sur l'argent au cours de ta carrière ou de plus brutal peut-être? J'ai vu la solitude extrême dans laquelle les gens peuvent se trouver face aux problèmes d'argent. C'est un truc qui m'a toujours, moi, fait vraiment, comme disent les jeunes, halluciner. C'est-à-dire que j'ai vu ma mère dans des difficultés énormes parce que malgré son job de médecin, elle était pas, elle n'arrivait pas à s'occuper des questions administratives, des questions d'argent. Et ça l'a mise vraiment dans des grandes difficultés. Et je l'ai vue totalement seule face à ça. Mm. Donc la solitude des difficultés face à l'argent, c'est un premier truc que je trouve extrêmement choquant et extrêmement perturbant. Ensuite, dans ma carrière, j'ai vu aussi comment des professionnels du secteur financier, pas tous, pouvaient exagérer les frais qu'ils prélevaient sur des clients qui n'y comprenaient rien. Hmm. Ça, je l'ai vu aussi de plein de manières différentes, dans plein d'endroits différents. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup choqué parce qu'il y a une asymétrie d'information. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Dans la vision humaniste de la société que je me fais, celui qui sait, son rôle, c'est d'aider celui qui ne sait pas et de lui apporter sans doute un savoir ou une compétence. Et pas de profiter de cette différence Cette d'information. ignorance. Donc ça, c'est un truc qui m'a, moi, énormément choqué. Il y a un autre truc qui me choque énormément dans le rapport à l'argent aussi, mais c'est un point de vue personnel, hein. C'est pas une attaque industrielle, je veux dire. C'est tout le système des crédits à la consommation, des découvertes, des facilités de paiement, etc., où les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, en fait. Et c'est présenté comme des facilités. Il y a un disclaimer, évidemment, de risque, mais c'est présenté comme une facilité de paiement. Alors qu'en fait, c'est une catastrophe pour ton argent. Moi, j'ai vu plein de gens se retrouver dans des difficultés énormes. Moi-même, j'ai failli, au début de ma carrière, tomber là-dedans, etc. Ma mère, qui accepte que j'en parle pour faire de la sensibilisation et pour briser ce tabou, justement. Donc voilà, ça fait partie des choses, moi, qui m'ont beaucoup choqué. Un autre aspect qui me choque beaucoup en ce moment, c'est l'absence de rémunération des comptes courants. On voit que les gens ont tous payé vachement plus de taux sur leur crédit immobilier ces 3 dernières années avec la hausse des taux. C'est un effort collectif qu'on est prêt à consentir tous parce que ça fait baisser l'inflation. Donc c'est nécessaire, c'est un effort utile. Néanmoins, la politique de taux d'intérêt, c'est une politique qui a 2 jambes. C'est-à-dire que l'argent, il est rémunéré si tu le prêtes et tu payes si tu l'empruntes. Et donc, en fait, le corollaire du fait que les crédits immobiliers sont plus chers, ce qui rend la vie de plein de gens vachement pénible. Hein. C'est pénible humainement que le crédit immobilier soit plus cher. Normalement, le corollaire, c'est que ton compte courant, il devrait être rémunéré d'autant pour équilibrer l'équation. Et comme tu le sais, comme je le sais, et comme tous les gens du secteur financier le savent, les banques qui pourraient reverser une partie de ces intérêts aux clients, aux particuliers, ne le font pas. Et ils gardent pour elles. En France, cette année, c'est 31 milliards d'euros à peu près d'intérêts que les banques auraient pu... Alors, ça aurait nécessité qu'elles fassent des efforts, évidemment. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais c'est des intérêts que les banques auraient théoriquement pu verser aux particuliers et qu'elles ne versent pas. C'est 31 milliards d'euros en France et 170 milliards d'euros à l'échelle européenne. Donc, c'est quelque chose d'absolument énorme qui doit évoluer. Et un dernier truc qui me choque, mais ça, je suis sans doute pas le seul, c'est le populisme du personnel politique ces derniers mois, ces dernières années en matière économique. C'est vraiment une catastrophe, quoi, parce que
J'ai lu encore ce week-end les textes des amendements qui ont été déposés au Parlement dans le cadre de la discussion autour du budget. Et les textes des amendements sont, pour leur immense majorité, juste factuellement faux. C'est-à-dire, c'est effrayant, quoi. C'est des propos tenus sur la finance, l'épargne, etc., dans des amendements parlementaires qui sont factuellement sévèrement faux, quoi, qui correspondent à aucune réalité. Donc, je dirais l'absence de pragmatisme en matière financière. Et quand tu reboucles tout ça, la solitude face aux problèmes d'argent, les surfrais, les crédits conso présentés comme des facilités alors qu'il y a des intérêts énormes derrière, le fait que les intérêts ne soient pas payés aux gens, tous ces éléments-là que j'ai mentionnés, tu t'aperçois, et le populisme politique en matière économique, tu t'aperçois qu'en fait la solution à tout ça, grâce aux réseaux sociaux, et uniquement parce que les réseaux sociaux existent, sans ça c'est pas possible, c'est de casser le tabou face à l'argent. Juste pour que les gens en parlent en fait. Parce que quand tu fais que les gens en parlent, il y a un truc magnifique avec les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des arnaques, il y a des voyous, il y a tout ça. Bien sûr, il y a quelques influenceurs qui disent des conneries. Bien sûr. Mais il y a aussi des centaines de milliers de gens qui font des commentaires sous des posts, qui éclairent la réalité en fait. Il y a des chats, des forums de conversation comme Reddit, dans le sub Reddit Vos Finances, où il y a 300 000 personnes, dont des milliers de gens très compétents, qui se partagent la réalité en fait de tout ça. Et donc, briser le tabou de l'argent et du rapport à l'argent, je crois que c'est un des trucs en fait les plus importants qu'on puisse faire pour la société française, pour les 10-15 ans qui viennent. J'ai l'habitude de dire que le mur des retraites, pour l'Europe, c'est le deuxième principal challenge après la transition climatique. Donc, c'est bien qu'on s'en occupe. Ce qui est important, c'est pas tellement ce que moi j'ai vécu. Moi, je m'en sers comme d'un exemple, tu vois, pour que les gens ressentent les choses et comprennent ma sincérité aussi sur le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, et c'est heureux, surtout cette année, le sujet est en train de totalement m'échapper. Et des milliers de gens commencent à en parler, c'est vraiment formidable. Donc, quand on a poussé très fort pendant quelques années, un peu seul dans le désert au début, avec des gens comme toi à mes côtés au tout début, rappelle-toi, en 2021, il n'y avait pas grand monde. Hein. Et de voir qu'aujourd'hui, on en est là où on en est, et où bientôt, ce sera un sujet grand public, quoi, qui sera discuté, je l'espère, dans des émissions de télé, par exemple. Donc voilà, il y a des livres qui sortent, il y en a beaucoup qui sortent en ce moment. Ça apporte du savoir, de la compétence. Moi, c'est ce que j'appelle la blockchain humaine de l'éducation financière. C'est-à-dire tous ces particuliers, bien intentionnés, des gens comme toi, des gens comme moi, qui se passent les bonnes pratiques, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Et un truc qui me fait vraiment marrer, c'est que les acteurs traditionnels, et je les connais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des amis, ne s'en rendent même pas compte, en fait, parce que pour l'immense majorité d'entre eux, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais. Et du coup, ils ne réalisent pas l'ampleur du phénomène sociétal auquel on fait face, quoi. C'est une prise de conscience géante, quoi, d'abord de la génération Z et maintenant de l'ensemble de la classe moyenne, en fait, mon argent, c'est une ressource, c'est un outil au service de mon développement et je peux m'en saisir, en fait. Et le jargon, on oublie. Et les coups de pression du banquier, du conseiller, etc., on oublie. Et on s'intéresse au sujet comme on s'est intéressé, moi je suis père, à l'étude à l'éducation de ses enfants, par exemple. Ou, pas moi, à comment mieux manger pour avoir une santé durable, tu vois. Ou le sport qu'il faut faire pour être en forme plus longtemps, etc., tu vois. En fait, ou comment jardiner, tu vois, j'ai n'importe quoi. En fait, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un sujet de vie quotidienne. Comment je fais pour mieux gérer mon budget, comment je fais pour mon épargne de précaution, comment je fais pour protéger mon pouvoir d'achat durable. Et c'est pour ça que je parle de transition financière, parce que pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un système où il y a une ressource qui est très mal utilisée, gaspillée, etc., ce qui crée plein d'externalités négatives, comme on dit en économie. C'est le cas pour le climat, la biodiversité, la nature, mais c'est le cas aussi pour une ressource qui est l'argent, qui est complètement mal utilisée. Et je crois que là, il y a un grand mouvement qui a démarré avec la Gen Z, la génération Z, qui est de maintenant le tabou, on s'en fout. Ce qui est important, c'est juste d'optimiser l'argent parce que la direction dans laquelle on va est pas bonne. La population vieillit, l'État est endetté, les frais sont énormes. Tout ça, c'est une trappe à pauvreté gigantesque pour la France à horizon 2045. C'est formidable, cette transition financière qui démarre là. Carrément. Moi, je te rejoins complètement. Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose moi, qui me semble très important. Ce que tu as dit là, les 31 milliards qu'on ne donne pas aux Français tous les ans. Donc, juste pour expliquer, je crois qu'il y a 700 milliards d'euros en France sur des dépôts à vue ou des comptes courants. Ces dépôts à vue
Ce que font, les banques, c'est que, beh, ils gagnent, le taux de la BCE, donc la Banque centrale européenne, Alors pas sur toute la somme, pas sur toute la somme. mais en fait, c'est très complexe si tu veux, Ouais, à expliquer techniquement. Parce que le mode de fonctionnement des banques de grande taille, est complexe et c'est normal, c'est un système qui est pas simple. Si on simplifie, en gros, il y a une quantité énorme d'argent des particuliers. Je m'intéresse uniquement à l'argent des particuliers ouais. pour ce qui me concerne, mais Il y évidemment, a c'est aussi les comptes valable aussi pour des d'entreprise, boîtes, c'est ouais. valable pour mais intéressons-nous aux particuliers parce que c'est ça qui, moi, m'anime. Il y a de l'argent des particuliers qui dort de partout, que ce soit sur des comptes à vue, que ce soit sur des livrets, que ce soit sur des assurances vie, que ce soit sur il y a de l'argent qui dort de partout. Cet argent, s'il était placé à la Banque centrale européenne, en ce moment, il rapporterait 3,25 c'est le nouveau taux là depuis, jeudi. Ça peut être différent. Est-ce que les banques peuvent placer tout l'argent des gens à la banque centrale? La réponse est non, parce qu'elles doivent en garder une partie immobilisée pour faire du crédit de l'autre côté. Je simplifie à l'extrême, Ouais, elles doivent d'accord? avoir des C'est réserves pas cet argent-là obligatoires, qu'elles utilisent pour, oui, ouais. faire crédit, mais néanmoins, ça les bloque. Donc elles peuvent pas tout déposer. Est-ce qu'elles peuvent, avec cet argent, générer des intérêts quand même, soit en le déposant à la banque centrale, soit, via, simplement, des intérêts interbancaires et cetera? Bien sûr. Est-ce qu'elles le font? Évidemment. L'enjeu, c'est est-ce qu'il serait juste que les banques partagent davantage avec les clients qu'elles ne le font aujourd'hui? Et moi, je pense que oui. Parce que tu peux pas avoir un taux moyen de rémunération des espèces, de l'argent, en Europe, auprès des banques, qui est de 0,07% quand le taux de la banque centrale, c'est 3,5. La différence est beaucoup trop importante. Mmh. Donc là, si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'histoire bancaire en France, il faut savoir que la banque est une industrie à part dans le paysage des industries qui existent dans un pays. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les infrastructures essentielles d'un État. La défense, les armées, les grandes entreprises de défense, la santé, les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques, les choses comme ça. Et la banque, entre autres. Voilà. L'énergie, évidemment, l'électricité, Internet, voilà. C'est les secteurs essentiels d'un pays. Et si les banques font faillite, on l'a vu aux États-Unis en 2008 avec Lehman Brothers, ça déclenche des catastrophes en chaîne. Enfin, donc c'est un enjeu très important que d'avoir ce secteur d'activité bien solide. Donc historiquement, c'est un secteur d'activité qui est très bien connecté avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans les directions des banques et des assureurs connaissent bien les gens qui travaillent dans l'administration, au gouvernement, etc. Mmh. C'est pas un mal en soi, d'accord? C'est pas une critique fondamentale. On peut pas empêcher des gens de se connaître. Je veux dire, c'est pas, tu vois, on peut pas les critiquer pour ça. En revanche, il y a une réalité qui est que du coup, le lobbying de l'industrie bancaire auprès du gouvernement, c'est-à-dire comment les banques peuvent proposer des lois et des choses au gouvernement, est très fort. Et du coup, au XXe siècle, il était interdit en France de rémunérer les comptes courants. C'était interdit par la loi. C'est-à-dire que le lobbying avait été tellement bien fait qu'il était dans la loi que c'était pas possible pour une banque de rémunérer les comptes courants auprès des particuliers. C'était illégal. C'était illégal. Et comme il n'y a pas d'association en France des clients des banques, comme il n'y a pas d'association d'investisseurs très puissante, comme il n'y a pas d'association de consommateurs des banques, en fait, ce qui est dingue d'ailleurs, bah, personne s'en est ému. Et comme il n'y a pas de cours d'économie, bah, personne ne sait non plus. Donc en fait, cette loi, elle a fini par être abrogée à la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une interview dans la presse d'un grand dirigeant bancaire à l'époque qui m'avait, moi, beaucoup marqué et que j'ai retrouvé, où ce grand dirigeant bancaire disait oui, la loi a changé, maintenant on peut rémunérer les comptes courants, mais nous allons attendre de voir ce que demandent les clients. Mot pour mot. 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, les comptes courants sont toujours absolument pas rémunérés en France. Il n'y a aucune banque, à part Trade Republic, qui a fait le pas. Donc il n'y a pas de concurrence sur le dossier. Il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de concurrence, et comme personne n'en parle, bah, personne n'est au courant. Voilà. Ouais. Donc, l'enjeu, c'est pas que tous les particuliers touchent à 100% le taux de la Banque centrale européenne sur tous leurs dépôts, etc. et de dire méchante banque. C'est pas ça mon sujet. Je suis pas magicien. Néanmoins, dire, OK, l'argent est rémunéré à 0,07% quand il est à 3,5% à la Banque centrale européenne, il y a peut-être un problème quand même. Donc, est-ce que les banques doivent faire un effort pour se moderniser et rémunérer davantage les espèces des gens et l'épargne financière des gens en espèces? La réponse est oui, évidemment. Et le calcul,
qui est pas un calcul, qui est un calcul que j'ai fait pour mon livre avec l'aide d'un économiste. Donc c'est pas un calcul au doigt mouillé, c'est un vrai calcul. C'est effectivement en 2024 31 milliards d'euros d'intérêts qui auraient pu être payés aux gens. Hmm. C'est énorme. Voilà, c'est colossal, quoi. Donc, ça fait partie des mécanismes de ce que j'appelle moi la transition financière. C'est-à-dire que les gens, ils contribuent à la croissance économique et il faut que le système financier leur permette de bénéficier des fruits de la croissance économique aussi. Et l'une des premières responsabilités en tant que particulier face à son argent, c'est de faire en sorte que son argent ne subisse pas trop l'impact de l'inflation. Et pour ça, il faut que les banques rémunèrent davantage les espèces, tout simplement, pour que l'impact de l'inflation soit moins élevé sur les particuliers. N'oublions pas que les particuliers perdent du pouvoir d'achat à cause de l'inflation tous les ans parce que leur argent dort. Ça aussi, c'est un impact énorme. Donc voilà, ces dernières années, avec l'inflation élevée, c'était colossal. C'était des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat qui s'évaporaient des comptes des gens juste parce qu'ils ne sont pas au courant que l'inflation le grignote. Donc, moi, je veux bien qu'on discute de 1 milliard d'euros par-ci, 1 milliard d'euros par-ça, sur des impôts, des taxes, du budget de l'État, et cetera, dans tous les sens. Mais quand on peut rendre facilement 200 milliards d'euros aux Français, avec juste de l'éducation financière et 4 principes, c'est étonnant que personne d'autre n'en parle. Voilà. Donc, merci de me donner la possibilité de le faire. Non, mais avec plaisir. Comment, selon toi, on pourrait mieux porter ce message? Je sais pas, est-ce que c'est au gouvernement de s'en occuper et de mettre des cours d'économie? Est-ce que c'est aux gens, tout un chacun, de porter le message de manière décentralisée, comme tu disais, avec cette espèce de blockchain? En fait, ce qu'il faudrait, c'est des émissions de télé grand public, Ouais. je pense. C'est le truc qui peut le plus changer la donne rapidement, culturellement. En théorie, on pourrait demander à ce que l'État le fasse et l'éducation nationale s'en occupe. Mais je dois dire que moi, pour l'avoir demandé depuis 10 ans, j'ai perdu espoir que ça arrive, en fait. Donc, je vais plus m'intéresser à ce qu'il est possible de faire plutôt qu'à ce qu'il faudrait. Parce que Mmh. ce qu'il faudrait, c'est évidemment des cours d'éducation financière en troisième pour toutes et tous. C'est ce qui permettrait de limiter les inégalités sociales aussi. Parce que les inégalités sociales sont énormément dues en France à la reproduction familiale. Et on sait que l'éducation financière, c'est quelque chose qui se transmet principalement de parents à enfants, jusqu'à récemment en tout cas. Donc, il y avait cette possibilité pour l'État de faire quelque chose de bien pour les gens qui étaient de leur mettre de l'éducation financière au collège, mais ça n'arrivera pas. Donc, voilà, il y a beaucoup trop de blocages, que ce soit au sein de l'éducation nationale, de manque de moyens aussi. Enfin voilà, il y a tout qui fait que c'est très peu probable que ça n'arrive. Et si les ventes de mon livre sont suffisamment bonnes et que j'arrive à collecter un peu d'argent grâce à ça, j'ai l'intention d'organiser une pétition pour que ça soit demandé au moins au gouvernement par des centaines de milliers de gens qu'il y ait des cours d'éducation financière en troisième. Mais ça n'arrivera pas. Donc, quelque chose qui peut arriver, c'est quoi? C'est les entreprises et c'est la population. C'est les deux acteurs qui peuvent changer Ouais. la donne. L'État le fera pas, l'administration le fera pas, la Banque de France le fera pas, les associations de consommateurs sont trop faibles pour l'instant, même s'il y en a une qui se relance là, avec Place des investisseurs, que je salue parce que c'est une très belle démarche qui est relancée par Anne Guignard. Maintenant, deux choses. La première, c'est les entreprises. Je pense que la seule solution, c'est de sponsoriser les créateurs de contenu comme on le fait et de sponsoriser des émissions de télévision. Je pense que c'est ça qui peut toucher le plus les gens. La deuxième chose, c'est la population. Donc, des gens comme toi qui peuvent se lever et devenir créateurs de contenu. Je pense à celles et ceux qui m'ont écouté sur des podcasts il y a des années qui sont devenus créateurs de contenu financier grâce à ça et que j'embrasse. Ça, c'est énorme. Et puis les gens partager, prendre le temps de partager, d'expliquer, d'en parler à son voisin, à son frère, à sa sœur, à sa copine. Expliquer, convaincre, voilà, tout le monde le fait en ce moment. Et donc, c'est très, très bien. C'est ce que j'appelle la blockchain humaine de l'éducation Ouais, ouais. financière. C'est-à-dire, je passe l'information à quelqu'un, qui passe l'information à quelqu'un, qui passe l'information à quelqu'un. Donc ça marche très, très bien. Enfin, d'un point de vue structurel, moi, je vais plaider pour la création d'un nouveau statut juridique en Europe, qui est celui de coach financier. On a 2 statuts en France à l'heure actuelle pour faire ce que tu fais. Soit on est professionnel du secteur, enregistré, et on est CIF, c'est-à-dire conseiller en investissement financier, conseiller en gestion de patrimoine, on a un diplôme, on est enregistré auprès des pouvoirs publics, en l'occurrence l'AMF, pour exercer cette fonction. Et l'ORIAS, ouais. L'ORIAS aussi pour l'assurance, etc. Donc c'est un diplôme. Et de l'autre côté, on a un truc assez light, qui est la certification de l'influenceur responsable en matière financière, par un module de formation de l'ARPP, l'Agence de régulation de la publicité, et l'AMF, un module conjoint. C'est bien, c'est un bon point de départ, mais c'est un peu léger quand même. Il y a un statut intermédiaire qui pourrait exister,
qui ne serait pas un statut de conseiller en investissement financier, parce que au sens où cette personne ne pourrait pas donner des conseils à une personne. Je rappelle qu'un conseil en investissement financier, c'est un actif, une personne et un timing. D'accord ? Donc si je dis sur Twitter, L'Oréal, c'est une action qui me paraît être peu chère et donc intéressante à acheter, c'est pas un conseil en investissement financier. D'accord ? L'enjeu, c'est d'aider les gens à apprendre à le faire par eux-mêmes. Et ça, c'est ce que j'appelle moi le coach financier. C'est celui qui va, en quelques séances, un peu comme un psychologue peut t'aider quand tu as un trauma, par exemple, ou comme un kiné peut t'aider quand tu as de la rééducation à faire. Et ben, c'est quelqu'un qui, en quelques séances, va te mettre sur les rails, te donner les bases, t'accompagner, te donner le courage aussi parfois, ou simplement la motivation, ou simplement les explications, qui vont te permettre de changer la manière dont tu gères ton argent. Ça, c'est pour moi évident. Je pense que c'est le principal besoin des gens par rapport à leur argent. C'est pas qu'on leur dise quoi faire exactement. Et c'est pas non plus qu'on leur donne des généralités uniquement sur Internet. L'argent, c'est un sujet qui est avant tout émotionnel. C'est pas un sujet rationnel, l'argent. D'abord, c'est un sujet émotionnel. Les gens rationalisent après. Mais les décisions qu'ils prennent, c'est des décisions émotionnelles. Et ça s'entraîne. Voilà. Le coach en matière financière, c'est pour moi le truc qui manque le plus. Et c'est un statut juridique qui pour l'instant n'existe pas et qu'il faut créer parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Ouais, c'est ça, il faudrait l'encadrer et que ce soit des gens qui aient peut-être suivi une formation ou un Ouais, bien truc. sûr, Parce qu'aujourd'hui, une il y en a certification. il y en a qui s'improvisent des fois coach financier sur Instagram ou coach budget ou des choses comme ça. Et là, pour le consommateur, ça peut être difficile de se dire est-ce que c'est un bon coach ou pas. Ouais. C'est l'énorme problème, c'est d'identifier Hmm. celui qui est légitime pour en parler de celui qui ne l'est pas. Pour protéger les gens des arnaques, en fait. Hmm. Les arnaques, c'est un problème, évidemment, parce qu'il y a des victimes. Et donc, pour chaque victime, c'est une catastrophe absolue. Je veux dire, quand tu es victime d'une arnaque financière, c'est affreux. Moi, j'ai des proches qui en ont été victimes. J'ai plein de gens, évidemment, sur les réseaux qui m'en ont parlé, etc. À l'échelle individuelle, c'est un cauchemar. C'est que de l'argent qui s'envole, c'est vraiment très dur à vivre. Donc, il faut s'en protéger. Mais encore plus grave, je crois, que les situations individuelles causées par les arnaques, il y a le fait que la présence de ces arnaques empêche les gens de s'intéresser au sujet du tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se disent « Ok, il y a des arnaques sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas du tout sur les réseaux sociaux pour mes sujets d'argent. » C'est se priver d'une ressource extrêmement positive, parce qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux plein de gens qui font un boulot remarquable, toi par exemple. Et donc, ce qu'il faut surtout, c'est pas empêcher les gens d'y aller. Et là, il y a deux acteurs qui peuvent jouer un rôle important là-dessus. Les pouvoirs publics, qui peuvent encourager les gens à s'y mettre et créer une certification, créer un tampon. C'est quand même dingue que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne puisse pas donner un NFT visuel aux gens qui sont legit, aux gens qui sont autorisés, qui sont crédibles, pour que ce soit un truc infalsifiable qu'ils aient sur leur profil, ou tout de suite n'importe quoi, certifié n'importe quoi, un élément visuel d'identification infalsifiable sur une photo. Ça doit être possible de faire ça aujourd'hui quand même en 2024, quoi. Donc ça, c'est les pouvoirs publics. Le rôle principal qu'ils doivent jouer, à mon avis, c'est comment on peut aider les gens à identifier, à séparer le bon grain de l'ivraie sur les réseaux. Le deuxième acteur, et là, je crois qu'une autre banque en ligne que la mienne a poussé un coup de gueule énorme la semaine dernière, c'est évidemment les réseaux sociaux, au premier rang desquels Meta, qui accepte des pubs frauduleuses, des usurpations de marque toute la journée. Il y a l'immense majorité des arnaques aujourd'hui sont faites sur Meta ou d'autres réseaux sociaux. Et donc, j'encourage très fortement les réseaux sociaux, les plateformes à essayer autant que possible de limiter les arnaques et surtout les fausses publicités, quoi. Ouais. C'est pas normal aujourd'hui que des voyous basés à l'étranger puissent poser des publicités sur les réseaux sociaux en utilisant les logos de Trade Republic, mais de plein d'autres boîtes. On les a tous vus, je veux dire, des super livrés à 7%. Cliquez ici pour renseigner vos coordonnées, on vous rappelle. Qui usurpent aussi ton identité, non ? Moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive aussi. Il y a des faux comptes qui usurpent mon identité. Il y a des faux contrats bancaires avec ma signature dessus. Je ne sais pas où ils l'ont chopé. C'est terrible, c'est terrible. Donc, la lutte contre les arnaques, c'est un enjeu factuel pour les victimes, parce que ça, c'est affreux. Mais c'est surtout un enjeu collectif, culturel. Donc, parce que si les gens n'apprennent pas à se protéger des arnaques, ils n'apprendront pas à apprendre auprès des bons comptes aussi sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, les arnaques, c'est assez simple à identifier, mais il faut le savoir. D'abord, les rendements. Celui qui te vend du rendement,
et que ça te paraît supérieur au taux de la banque centrale, c'est un menteur, déjà. Donc, celui qui met hyper à fond en avant un rendement garanti, etc., une opportunité, un truc magique, déjà, tous les signaux doivent clignoter. Mmh. Et si tu sais pas à qui demander, tu vas sur le Reddit Vos Finances en français, tu mets la pub, tu demandes ce qu'ils en pensent. Ouais. Reste pas seul face à une pub financière. Ouais. Parle-en autour de toi pour faire la différence entre une arnaque. Donc, première chose, les rendements. Deuxième chose, je te rappelle, il n'y a aucune entreprise financière en France aujourd'hui qui a les moyens d'avoir des conseillers bancaires ou financiers qui appellent les gens pour faire des placements. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune entreprise qui fait ça. Donc, si tu as quelqu'un au téléphone qui veut t'appeler, qui veut te parler pour placer 5 000 €, c'est pas possible. C'est impossible que cette personne-là, elle puisse gagner sa vie en faisant ça pour toi. Déjà. Ouais. Les tickets d'entrée minimum pour avoir un gérant privé, c'est quoi? 150 000, 200 000 minimum. D'accord? Donc, premier élément, le rendement. Deuxième élément, le contact. C'est pas possible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui t'appelle pour te faire part d'une opportunité financière. C'est forcément un arnaqueur. Mmh. Et même si tu tombes dans le 1% des cas où c'était pas un arnaqueur, le mec, je préfère tirer une règle claire que les gens puissent suivre. Ouais. Ça n'existe pas. Les gens qui te contactent pour un placement de quelques milliers d'euros, c'est pas vrai parce qu'ils gagnent pas suffisamment d'argent avec. Troisième élément d'arnaque, évidemment, tout ce qui est basé hors de l'Union européenne, tout ce qui n'est pas retrouvé sur les sites des pouvoirs publics, etc. Et ensuite, le test ultime, faire un dépôt de quelques dizaines d'euros, demander à le retirer avant de placer des grosses sommes, ça me paraît être le principe anti-arnaque absolu. Parce qu'en fait, si tu refuses systématiquement de virer des gros montants à qui que ce soit, tant que tu n'as pas fait d'abord un test de « je dépose un peu, est-ce que je peux retirer un peu ?» Déjà, tu te protèges de l'immense majorité des arnaques, parce que les arnaqueurs, quand ils voient ça, ils arrêtent en général. Ils passent à la victime d'après, qui sera plus conciliante. Ah, c'est sûr. Tu sais que Et s'il y a des arnaqueurs qui regardent cette vidéo, je leur demande de bien se regarder dans la glace, parce que ce qu'ils font est mal. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de victimes individuellement qui m'avaient contacté sur les réseaux sociaux, et je ne sais pas comment vous faites pour dormir le soir, en fait. Donc, posez-vous les bonnes questions sur vos vies, messieurs, dames, les arnaqueurs. Ouais, surtout, des fois, ils se disent peut-être 1 000 € ou 2 000 €, c'est rien. Pour certains, c'est l'épargne de toute une vie. C'est une catastrophe. C'est se rend vraiment pas compte. honteux. C'est pour moi une des pires arnaques qui puissent exister, parce que c'est une arnaque Ouais. qui a un impact énorme à long terme sur les gens. Quand leur Ouais, c'est épargne ça. disparaît, ta vie, elle change pour longtemps, quoi. Et puis après, comme tu disais, tu deviens vraiment méfiant à tout placement financier et tu restes après dans des méthodes d'épargne classiques Et qui rapportent qui rien, et qui te rapportent font perdre du rien. pouvoir d'achat, et qui vont amener l'Europe à devenir pauvre si on fait rien dans les 20 ans qui viennent. Donc, je veux dire, quand tu as une population qui vieillit et des États surendettés, j'ai pas besoin de faire un dessin aux gens. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont des centaines de milliers à s'y mettre. C'est parce qu'ils ont un truc qui s'appelle le bon sens populaire, ils ont du pif, et ils comprennent bien que là, il faut quand même sortir les bouées de sauvetage si on veut pas couler avec le Titanic, quoi. Donc, j'exagère volontairement, évidemment, la France n'est pas le Titanic, elle ne va pas couler, mais c'est simplement pour dire que les conditions économiques des gens vont se dégrader, ça c'est inévitable. Quand tu as de la dette et une population qui vieillit, il n'y a pas de cas où la situation individuelle, elle s'améliore par magie. D'accord? Les politiques, soit ils sont incompétents, soit ils mentent, c'est à eux de voir, mais qui disent que la situation va s'améliorer comme ça, c'est juste faux. Ouais. Et les gens, ils le savent, parce que les gens, ils vivent normalement, ils ne sont pas dans la construction mentale du cirque médiatico-politique parisien, si tu veux. Ils voient bien, les gens, que la situation, elle ne va pas dans le bon sens. Ton pouvoir d'achat, il ne s'est pas amélioré comme un dingue ces dernières années. On voit bien qu'aux États-Unis, en Asie, la croissance est beaucoup plus forte, le pouvoir d'achat évolue radicalement différent. Moi, par rapport à quand j'ai commencé à bosser aujourd'hui, un Américain est beaucoup plus riche que nous aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans. Donc, les gens voient bien ça. Donc, ils ont décidé de s'en occuper, et c'est très bien. Maintenant, voilà, c'est nouveau. Donc, il y a tellement à dire. Je veux dire, il y a tellement à leur apporter. Il y a tellement de... Mais au moins, la dynamique est enclenchée. Et quand je vois les centaines de milliers de gens qui en parlent sur les réseaux, je me dis qu'aujourd'hui, ça ne peut plus être stoppé, quoi. Carrément, mais je te rejoins. Et, est-ce qu'on peut, par exemple, prendre je dirais, une méthode d'épargne classique, on va dire le français lambda, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir sa banque de réseau, son agence bancaire peut-être à côté de chez lui.
il va avoir beaucoup d'argent, dépôt à vue, compte courant, etc. Il va souvent payer des frais. Déjà, on peut commencer par ça aussi, les frais bancaires. Donc, je ne parle même pas encore de placement financier. Frais bancaires sur la carte bleue, sur les frais de tenue de compte, etc., qui peuvent être évités aujourd'hui. Un Français, en moyenne par an, juste sur ça, il paye 251 € par an. C'est énorme. C'est énorme. On parle après des frais des placements financiers où là, ça peut complètement exploser. Là, c'est carrément un scandale, les Ouais. frais des placements. Mais... Ouais, non, carrément. Donc, comment une personne qui a rien fait encore, qui a juste son compte à la banque du coin, qui paye ses 250 € par an, imaginons, par quoi elle commence, par quoi elle peut commencer elle peut débuter pour reprendre ses finances en main. Les règles à connaître sont hyper simples. Et en fait, l'immense majorité des gens les connaissent déjà. Donc l'enjeu, c'est pas tellement les règles. L'enjeu, c'est pourquoi les gens ne les appliquent pas. Ouais. Donc c'est plutôt un enjeu émotionnel pour moi qu'un enjeu technique. Ok. Donc l'enjeu, c'est pour moi d'avant tout donner envie aux gens et donner surtout le courage aux gens de s'en occuper par eux-mêmes. Donc avant de leur dire quoi faire, moi, ce que je veux surtout leur dire, c'est que c'est possible. C'est-à-dire, tout a été fait dans leur vie pour qu'ils pensent que ce n'est pas possible. C'est possible. Le meilleur gestionnaire pour votre argent, c'est vous, dans l'immense majorité des cas. D'accord ? Ensuite, il y a quelques vérités universelles qu'on peut donner aux gens, parce que ça marche. C'est factuel. La première règle de l'argent, c'est qu'il faut dépenser moins que ce que tu gagnes. Tout le reste, c'est des conneries. Il n'y a pas de... Moi, j'ai fait cette erreur-là pendant longtemps, de penser que j'allais gagner plus l'année d'après, etc., d'être tout le temps à fond, entre guillemets. C'est pas bien. C'est épuisant, c'est stressant. Et puis, il y a des années où tu n'y arrives plus, et là, c'est la merde. Donc, la première règle, c'est celle-là. Et ça, comme la société te pousse à consommer davantage, les banques te poussent à faire des crédits conso, les entreprises te font de la publicité en permanence, je dirais juste 2 trucs. La première chose, c'est de couper le son quand il y a de la pub. Ça marche très, très bien. Et si tu fais ça devant tes gamins, par exemple, quand vous regardez la télé ensemble, ou quand il y a de la radio dans la bagnole, tes enfants, tout de suite, ils comprennent que la pub, c'est un problème. Tu fais ça avec tes enfants ? Bien sûr. Moi, je coupe le son quand il y a de la pub. C'est un tout petit effort. Je veux dire, c'est pas un gros effort de couper le son quand il y a de la pub, tu vois. Ça change toute ta perception de la consommation ensuite. La première règle, c'est dépense moins que ce que tu gagnes. Moi, c'est une règle que j'ai mis, et je suis banquier, hein, j'ai mis 15 ans à le comprendre. Parce que tout est fait pour t'accompagner dans tes émotions de dépensière, quoi, tout simplement, en fait. Donc, la première règle, c'est ça. Et une facilité pour s'en prémunir, s'empêcher, c'est d'avoir un budget et de respecter une règle. Alors, on appelle ça les 50-30-20. Tu peux faire d'autres répartitions. Mais en gros, le plus important avec le budget, c'est de commencer très jeune. C'est-à-dire, si tu fais un budget sur la première fois que tu gagnes de l'argent, tu le feras toute ta vie, beaucoup plus facilement. Donc, commencer jeune à faire un budget, c'est un point essentiel. 50-30-20, c'est 50% de ce que tu gagnes dans tes dépenses obligatoires, la nourriture, le logement, les impôts, etc., la santé. 30% de ce que tu gagnes dans les dépenses non obligatoires, donc le loisir, les voyages, le hobby, voilà, les vêtements qui ne sont pas immédiatement obligatoires, etc. Tu vois, tout ce qui fait plaisir. C'est ce que moi j'appelle la fabrique à souvenirs. C'est les 30% de ton argent qui servent à fabriquer des souvenirs pour moi. Et ensuite, tu mets 20% de ce que tu gagnes, tu l'épargnes et tu l'investis. Avoir cette première règle-là budgétaire, 50-30-20, tu peux adapter en fonction. Évidemment, si tu gagnes beaucoup, tu peux faire plus. Si tu gagnes moins, tu peux peut-être pas faire 50-30-20. Tu comprends ? Mais c'est avoir une règle et s'y tenir. Ouais. Aujourd'hui, des applis de gestion du budget, des fichiers Excel, et ce que tu veux, il y en a partout. Donc, trouver un outil qui te convienne, c'est le plus important. Parce que c'est l'outil qui va faire en sorte que tu vas continuer de le faire. Le problème, c'est quand tu seras déprimé, quand tu auras un coup dur, quand tu auras été, je sais pas moi, malheureux pendant quelques mois pour une raison X ou Y, tu vas avoir envie de dépenser de l'argent comme un pansement émotionnel. Et ben ça, avoir ta règle, Moi, par exemple, j'ai un rendez-vous une fois par mois avec mon épouse devant le fichier Excel. Bon, ça pardonne pas, quoi. C'est des chiffres, voilà, on se met d'accord, on s'aligne, etc. Chacun fait ce que... Ma mère, par exemple, sa vie a changé le jour où elle a pu avoir une alerte SMS dès que son solde bancaire dépassait tel niveau, à la baisse. Sa vie a changé pour ça, parce qu'en fait, son problème à elle, c'était qu'elle n'arrivait pas à regarder... elle était terrifiée, quoi, par le fait de regarder... Elle n'ouvrait pas, ouais, c'est cool. Exactement. Technique de l'autruche, Ouais, un peu. exactement. Pas envie Ce de qui est savoir ce qui se passe. Beaucoup de gens qui nous écoutent vivent ça probablement. Moi-même, je l'ai vécu pendant des années, c'est affreux. Donc, avoir des alertes, avoir un système, un fichier, une appli, n'importe quoi, c'est bien. Et c'est possible. Donc, faire un budget.
La deuxième chose qu'on peut dire aux gens, c'est qu'après, il faut épargner pour être protégé. Et tu peux soit épargner, soit investir, soit trader. C'est 3 choses différentes que tu peux faire avec ton argent. Il n'y en a pas 50. Les concepts ont été mélangés pendant une cinquantaine d'années en France. La vérité, c'est que c'est des activités très différentes. L'épargne, tu protèges. L'investissement, tu construis. Le trading, tu spécules. C'est pas la même chose. Il n'y a aucun des 3 qui est interdit. Il n'y en a aucun des 3 qui est mieux que l'autre. Il faut juste faire les choses dans l'ordre. D'accord ? Tu commences pas à t'occuper de bonsaï quand tu sais même pas tondre ta pelouse. Tu commences pas ta première séance de judo par un combat contre Teddy Riner. Quand tu pars en vélo, tu fais pas tout de suite le Tourmalet. Donc voilà, c'est des choses qui paraissent évidentes comme ça, mais comme l'argent génère énormément d'émotions chez les gens, leur rationalité peut vraiment en prendre un coup. Et donc on peut se retrouver avec des gens qui t'expliquent que oui, la première activité qu'ils vont faire avec leur premier salaire, c'est du trading spéculatif à effet de levier, quoi. Bon, bah non, c'est pas une bonne idée. Donc ce qu'il faut faire, c'est 3 à 6 mois de ce que tu gagnes en épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est de l'argent qui est là, qui ne bouge pas, qui est disponible tout de suite, que tu peux utiliser en cas de coup dur. C'est ce qui te permet d'être serein. C'est ce qui fait que, je dis n'importe quoi, tu as un enfant qui se pète la jambe, qui doit faire une opération qui ne va pas être intégralement remboursée par la mutuelle, bon, bah, les 1500 balles qui manquent, tu les as. C'est ce qui fait que ton lave-linge, il se pète la gueule, ton chat se fait renverser par une voiture, tu as 1000 € qui doivent sortir d'un coup, ta voiture, des travaux, ta trottinette, j'en sais un peu importe, tu les as. Donc c'est la sérénité, c'est la protection. 3 à 6 mois de ce que tu gagnes. Moi, je suis plutôt du côté des 6 mois, parce que quand j'étais plus jeune, je me suis retrouvé avec les huissiers chez moi étant adolescent. C'est pas un truc que je souhaite à personne. C'est une mauvaise expérience, et c'est pas une expérience que j'ai envie de revivre dans ma vie. Donc j'ai 6 mois de côté toujours. Cet argent-là de ton épargne de précaution, c'est inflation. 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 D'accord ? Donc ton épargne de précaution, c'est pas grave si elle dort. Elle doit te rapporter autant que l'inflation. 2%, c'est grave. D'accord ? Donc ton épargne de précaution, si en ce moment le livret A il permet de compenser l'inflation, bah, c'est très bien. S'il ne le permet pas, il y a les comptes à terme. Si les comptes à terme ne le permettent pas, il y a éventuellement des obligations ultra safe. Voilà, il y a toujours une solution, mais ton argent, même si c'est 6 mois, 3 mois, 6 mois, 3 mois de revenus, il faut qu'il rapporte l'inflation. Sinon, tu perds du pouvoir d'achat. Et sur une année, c'est pas grave. Mais sur 10, 15, 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. Comme c'est des pourcentages, l'immense majorité des gens, il ne faut pas le calcul. Un autre truc que je vais faire si j'arrive à vendre suffisamment de mon bouquin et d'avoir des revenus grâce à ça, c'est de créer une application mobile gratuite qui permette aux gens tout simplement de calculer les pourcentages, dans toutes circonstances, avec des mots. Pas avec des calculs, avec des mots. Tu vois ? Ouais. Pour que tout le monde puisse le faire. Pour qu'on puisse plus te présenter un pourcentage qui t'empêchera de voir la réalité en face. Donc l'épargne de précaution, 3 à 6 mois de revenus, qui rapporte au moins l'inflation. Et après, il faut investir. Et investir, c'est pas trader. Pendant très longtemps, comme les gérants d'investissement te disaient, ben moi, ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais sélectionner les meilleurs titres, je vais les acheter au bon moment, je vais les vendre au bon moment, et comme ça, je vais avoir une performance supérieure à la moyenne boursière, ça a infusé dans la tête des gens, puisqu'ils voient des publicités comme ça toute la journée depuis 50 ans. Donc tout le monde pense que c'est possible, quand on est un professionnel qui a fait des études, qui travaille dans une société de gestion avec des beaux bureaux, un beau costard, un bel ordi, c'est possible de gagner plus que la moyenne de la bourse. C'est possible de spéculer. C'est probablement l'une des informations les plus importantes et la moins diffusée. Ouais. Les gérants professionnels de fonds n'y arrivent pas. Je répète, les gérants professionnels de fonds n'y arrivent pas. Il y a une étude publique qui s'appelle l'étude Spiva, qui est faite par Standard & Poor's, qui démontre que tous les ans, depuis 50 ans, partout dans le monde, 90% des gérants de fonds n'arrivent pas à faire mieux que la moyenne de la bourse. Donc en gros, tu payes un gérant de fonds pour investir à ta place. En fait, le gars, il essaye de spéculer plutôt que d'investir. Il n'y arrive pas parce que c'est très difficile. Il faut être vraiment passionné pour y arriver. Et quand tu dois le faire de manière automatique tous les ans, quand c'est ton métier, tu n'y arrives pas. Enfin, c'est pas de ma faute, je veux dire, ils n'y arrivent pas, les mecs. C'est prouvé, quoi. Ouais, non, mais c'est les statistiques, quoi. Voilà. Donc là, ils prennent 2% de frais par an en moyenne. Tout le problème, c'est le par an. C'est pas 2% de ton épargne globalement en frais. Ça pourrait être éventuellement acceptable. C'est 2% par an. Donc au bout de 20 ans, tu as payé 100% de frais. Donc tout le monde se demande, attends, je comprends pas là. Mon assurance vie, ces 10 dernières années, elle m'a rapporté quoi ? 2% ? 3% net ? Max de chez Max ? La bourse, depuis 10 ans, elle fait quoi ? 10%. La différence, c'est
une énorme différence de frais, puisque moi, j'estime qu'à peu près la moitié de la performance de l'épargne des gens qui part en frais. Donc, on récapitule. D'abord, tu fais un budget, parce que l'argent, il faut en dépenser moins que ce qu'on gagne, point barre. 50, 30, 20. La répartition, le problème n'est pas de le décider, le problème, c'est de s'y tenir. Donc, tu mets en place des outils, des garde-fous, des trucs, des rappels, des trucs automatisés, des trucs où tu peux pas, même quand tu as envie de... On le sait tous, je veux dire. Ouais. Bon. Faut pas trop faire non plus, parce qu'après, quand tu as le tableur, une machine, une usine à C'est gaz... pas devenir un psychopathe non plus, Mais évidemment. une fois par mois, moi, c'est ce que je fais aussi. Au moins, tu es en contrôle. Le budget. Et pas de technique de l'autruche, il faut regarder. Ça sert à rien. Encore plus quand on est à découvert, pour pas payer Tout ce que ça fait, c'est augmenter la catastrophe. Voilà. Ça fait qu'augmenter la taille de la catastrophe. Je veux dire, le plus tôt vous en occupez, le mieux c'est. Et je sais de quoi je parle. Parce que c'est important de faire cet effort-là. L'épargne de précaution, 3 à 6 mois de revenus, tu te démerdes comme tu veux, mais ça rapporte l'inflation. Ouais. Tu laisses pas ton argent partir face à l'inflation, c'est pas possible. Surtout quand il y a des possibilités aujourd'hui pour récupérer l'inflation. Après, il faut la garder quand même, capital garanti, très liquide. Bien sûr, disponible, etc. Mais néanmoins, c'est possible. Donc, comme c'est possible, il faut que les gens le fassent. Et enfin, tu investis. Investir, c'est pas spéculer. Spéculer, c'est difficile. C'est pour les passionnés. Moi-même, je le fais. J'ai bossé en salle des marchés. J'ai plein de copains qui le font. Je connais plein de gens qui gagnent leur vie en faisant du trading. Mais c'est des particuliers passionnés. C'est des choses qu'ils ont fait après avoir d'abord épargné, d'abord investi, etc. Je dis juste, faites les choses dans l'ordre. Investir, il n'y a que 3 règles à connaître. Donc, moi, je veux bien... alors, évidemment, quand on a plus de patrimoine, plus d'argent, ça complexifie parce que la diversification doit être encore plus importante. Il y a la dimension fiscale qui entre en ligne de compte. Je ne parle pas des 5%, 10% de gens qui ont le plus de thunes, d'accord ? Je parle de tous les autres. Moi, mon sujet, c'est tous les autres. Ce n'est pas ceux qui ont déjà des services. Mon sujet, c'est tous les autres. Et tous les autres, ils ont 3 règles à connaître pour investir. On investit à long terme, on investit de manière diversifiée, on ne met pas tous ces dans le même panier, et on le fait progressivement tous les mois. Quand on fait ça, et qu'on rajoute une 4e règle qui est de « je refuse les frais », je refuse les frais, je refuse les frais. Tout le monde parle des intérêts composés, parce que c'est une merveilleuse machine à créer de la richesse. Qui parle des frais composés ? Les frais composés, c'est une catastrophe pour ton épargne. Donc payer 2% de frais par an sur ton épargne, c'est énorme. Payer des frais de dépôt sur tes investissements, c'est absolument pas normal. Donc, voilà, on refuse les frais, on investit à long terme, de manière diversifiée et progressive. Et quand on fait ça, d'après le site de l'autorité des marchés financiers, au bout de 20 ans, dans 97% des cas, on a gagné de l'argent et on a battu l'inflation et on a obtenu probablement un des meilleurs rendements possibles. Donc, on diversifie, on ne met pas tous dans le même panier, ça paraît évident. Aujourd'hui, il y a plein de manières de le faire. Il y a des ETF, les paniers d'actions dont tu parles sur ta chaîne. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais c'est indiscutablement l'avenir de l'épargne individuelle des ETF. Il y a aussi maintenant les obligations fractionnées, donc on peut investir sur les obligations avec des petits montants. Il y a évidemment les cryptos qui attirent beaucoup de gens, côté Bitcoin et Ethereum principalement, sur ce qu'on appelle des plans d'épargne en dollar cost averaging, cette méthodologie d'investissement qui consiste à investir tous les mois des petites sommes. Il y a plein de choses qui se développent. Ouais. Et je pense que ça va se faire par étapes, c'est-à-dire que je pense d'abord il va y avoir une modernisation probablement, on peut espérer un jour, de l'assurance vie et des PER pour qu'il y ait moins de frais, plus d'opportunités de diversification, plus de TF, moins de fonds en euros, enfin tu vois, tous les archaïsmes quoi. On attend Trade Republic un jour sur un PER bancaire, ça peut exister. Ça peut. Moi, ma conviction personnelle, c'est que le PER n'est pas un bon produit pour le très grand public parce que c'est bien de défiscaliser de l'impôt sur le revenu aujourd'hui, mais l'enjeu principal de l'investissement, c'est quand même de payer le moins possible de plus-value, d'impôt sur les plus-values. C'est ça qui vient flinguer ta perf en fait à long terme. Donc, moi, je veux bien que ce soit important d'économiser 2 000 € d'impôt sur le revenu cette année, mais si en investissant de manière un peu plus maligne, avec un peu moins de frais, je peux générer 50 000 € d'intérêts composés supplémentaires, en fait, au bout de 20 ans, je préfère ça. Moi, ma conviction personnelle, c'est que le produit d'épargne ultime pour les gens, c'est un PEA. Je pense qu'un PEA, avec un plafond surélevé, avec une ouverture géographique plus large, avec plus de choses qu'on peut mettre dedans, le principe du PEA, c'est-à-dire j'ai un véhicule d'investissement où ce que je réduis, c'est l'impôt sur les plus-values à long terme, c'est ça qui maximise le chiffre pour les gens, en fait. Avec très peu de frais dedans. Voilà. Et surtout le moins possible de frais de gestion, quoi. PEA, plan épargne en action, et au bout de 5 ans, tu n'as plus d'impôt sur le revenu dessus. C'est facile, hein. Et tu n'as que les prélèvements sociaux sur ta plus-value, et tant que tu ne retires pas, tu as 0 impôt. C'est de loin, pour moi, celui qui réussit à faire
plan d'épargne, donc automatisé, où tous les mois, tu investis automatiquement, des ETF dans un PEA, ils maximisent tous les paramètres possibles de l'investisseur standard. Yes. D'ailleurs, juste pour ceux qui peut-être connaissent pas encore, parce que ça peut s'adresser à un grand public, tout ce que tu dis. Intérêt composé, juste pour donner un ordre d'idée, intérêt composé, c'est effet boule de neige. Donc, c'est les intérêts gagnés qui vont générer des intérêts à leur tour. 5 euros par jour, ça fait 150 euros par mois. Pendant 42 ans, c'est à peu près la durée qu'il faut travailler une vie avant de toucher à la retraite. Aujourd'hui, c'est même un peu plus. Ça donne in fine à 10% par an 1 million d'euros. Voilà, ça, c'est la courbe des intérêts composés. Il y a cet exemple vachement sympa. Ouais. Je ne l'ai plus en tête exactement, il faudrait le retrouver. Mais est-ce que tu préfères une grosse somme tout de suite ou 1 centime par jour qui double tous les jours le truc, c'est, pendant un mois le centime qui double a un effet énorme à la fin. Ouais, c'est ça. C'est est-ce que tu préfères 1 centime qui double tous les jours pendant 30 jours ou 1 million d'euros tout de suite? Et là, tu dis 1 million d'euros? Non, en fait, le centime qui double tous les jours pendant 30 jours te donne un peu plus de autour de 10 millions d'euros, je crois. J'ai plus le chiffre, mais c'est autour énorme. De 10 millions, mais c'est énorme. Moi, je dis toujours que les intérêts composés, c'est comme une boule de neige. Oui, c'est ça. Je suis pas, tu vois. Donc, mais la manière de les comprendre, c'est que une boule de neige, quand elle descend la montagne, elle fait un tour sur elle-même. En haut de la montagne, elle est petite, elle fait un tour sur elle-même. En un tour, elle ramasse de la neige. Une fois qu'elle arrive en bas de la montagne, elle fait un tour sur elle-même. C'est le même tour. Elle a juste fait un tour sur elle-même, comme en haut de la montagne. Mais comme elle est beaucoup plus grosse en bas de la montagne, en un tour, il y a plus de surface, donc elle ramasse beaucoup plus de neige par terre. C'est le même tour qu'en haut, c'est un seul tour, mais il a ramassé beaucoup plus de neige. Donc c'est ce qui fait que quand tu fais un placement à long terme, tu génères de mémoire 2 fois plus de rendement sur les 10 dernières années que sur les premières années, en fait. Parce que les intérêts composés font que les petits font des petits qui font des petits. Oui, ça devient exponentiel. C'est le fameux mot que beaucoup de gens connaîtront, je pense, dans quelques années. Ouais. Exact. Et après, pour donner l'inverse, donc tu disais les frais cumulés. Les frais composés, ouais, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. C'est ce qui fait que quand tu fais un crédit immobilier à 4% sur 20 ou 30 ans, en fait, c'est pas 4% de ta maison que tu payes en intérêt. Ouais. C'est la moitié du prix de ta maison. Ça, les gens, quand tu ne la payes pas 2 fois, je crois. Je sais plus, j'ai plus le calcul exact en tête là tout de suite. Mais c'est énorme si tu veux. Donc en fait, c'est juste que les frais sont présentés en pourcentage annuel. Et tout le monde oublie la dimension annuelle. C'est ça. Parce que c'est naturel. 76% des Français ne comprennent pas les frais exprimés en pourcentage. Et de la même manière que les banquiers et les assureurs, malgré eux, ce n'est pas des méchants sorciers dans leurs trucs qui sont là à essayer de nous faire du mal. Ce n'est pas ce que je dis. Mais de fait, ils utilisent un jargon qui exclut les gens. Et ce jargon, c'est un outil de domination. C'est ce qui permet aussi des frais élevés, etc. Ouais. Donc le jargon et les pourcentages, si moi j'avais une baguette magique de ministre de l'économie, je dirais plus de jargon et plus d'expression en pourcentage. Jamais. T'exprimes en euros. Donc je donne un exemple. Tu as 5 000 euros, par exemple, que tu as touché, mettons, d'une tante, en héritage. Tu vas voir ton conseiller, il te dit, là, j'ai un contrat d'assurance vie et j'ai un super fonds maison, sélection top Europe, avec les meilleures actions d'Europe par nos gérants professionnels, etc. Et il te dit, super, je mets les 5 000 euros là. Il te dit, c'est bien, puis c'est raisonnable en frais, il n'y a que 2% de frais annuels. Au bout de 21 ans, tu as payé 5 000 euros de frais. Donc, évidemment, tes 5 000 euros de base, ils ont fait des petits. Donc, ton montant, il a progressé. Je ne dis pas que tu as perdu de l'argent, attention. Mais tu as payé 5 000 euros de frais au bout de 21 ans. Donc, tu as payé autant que ce que tu avais placé au départ. Le problème, c'est qu'évidemment, ça t'enlève 5 000 euros de performance. Mais le vrai gros problème, c'est que tous ces frais qui sont sortis de la boule de neige tous les ans, parce qu'ils sortent de la boule de neige, tu les payes tous les ans, ils n'ont pas généré d'intérêt. Donc, en plus d'avoir payé 5 000 euros, tu es passé à côté de 7 000 euros d'intérêt supplémentaire. Donc en fait, 2% de frais par an sur un placement de 5 000 euros au bout de 21 ans, c'est un manque à gagner de 5 000 plus 7 000. T'imagines l'ampleur du bordel? C'est énorme, je veux dire. Et donc, personne ne le sait. Alors, de plus en plus de gens le savent grâce à des gens comme toi, c'est très bien. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer à diffuser au maximum. Donc, les frais composés, c'est l'ennemi numéro 1 de l'épargnant et de l'investisseur. Et personne n'en parle. Donc, c'est un truc qui devrait être pour moi aux 20h de TF1, tu vois. Quand tu sais que
les gérants professionnels n'y arrivent pas. Quand tu sais que faire entre 5 et 10% sur ton épargne, tes investissements, ça va devenir obligatoire en fait pour les gens. Sinon, on va s'appauvrir. Et quand tu sais qu'il y a 5 000 milliards d'euros dans des produits d'épargne, d'investissement collectif où il y a 2% de frais, et que tu es les pouvoirs publics ou les journalistes, comment tu ne peux pas dénoncer ça? Comment tu ne peux pas dire, OK, il y a entre 80 et 100 milliards d'euros de frais payés par les gens sur l'épargne et l'investissement en France annuellement? On discute du budget pour 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Là, je te parle de 80 à 100 milliards d'euros de frais. Et que de l'autre côté, tu as une étude publiée par Standard & Poor's. Je veux dire, c'est pas une assos, quoi, tu vois, le truc. C'est solide, c'est des datas, c'est des maths. De toute façon, tu peux pas tricher. Qui te dit, les gérants professionnels n'y arrivent pas. Mais ils prennent 10 fois plus de frais qu'un ETF, qui arrive mieux. Il n'y a pas une campagne de sensibilisation à faire. Enfin, il n'y a pas un truc à dire. Il y a pas. C'est 80 yards, les gars. C'est 80 milliards d'euros. Et ça touche tout le monde. Donc, voilà, je sais pas. Je pose ça là. Ouais. Donc, moi, ce à quoi, et c'est vraiment ce dont je parle dans mon bouquin, c'est-à-dire, je me suis intéressé aux grandes masses. Qu'est-ce qui peut vraiment changer la donne massivement pour les gens? Il y a la lutte contre l'inflation. Et là, il faut répéter. L'inflation, c'est inévitable. Par contre, on peut lutter contre. D'accord? C'est dire, on peut lutter contre l'inflation, c'est possible. Les frais, c'est hallucinant, entre 80 et 100 milliards. Les intérêts de la Banque centrale que tu récupères pas. Les intérêts des crédits conso, des facilités de paiement, des découverts, etc. 30 milliards annuels. Tout ça, c'est vachement important. On en a parlé tout à l'heure. Les frais bancaires, après, avoir un compte bancaire, c'est obligatoire. Donc, il y a des frais pour avoir un compte bancaire, je peux le comprendre. Oui. Est-ce que ça doit être 225 € par an? Non. Tu as des Non, courtiers. ça ne doit pas. Tu as des banques en ligne aujourd'hui. Évidemment. Donc, il faut. Ça, c'est le jeu de la concurrence. C'est ça. J'observe. Moi, je paye 0 € moi aussi. sur ma banque. Évidemment. Banque en ligne. Et pourtant, tu as les mêmes services. Et la même sécurité. C'est nickel, l'appli est nickel, etc. Et la même sécurité. D'ailleurs, juste, tu disais 2% sur les fonds. T'es gentil. Hein, je sais que je suis gentil parce que je veux pas être attaqué. Je sais que c'est pire en vrai. Mais si tu dis aux gens la vérité, ils te croient pas tellement c'est énorme. Donc fait, je suis obligé, moi, si tu veux, dans ma démarche de démocratisation, je suis obligé d'être, comme je suis le premier, relativement mesuré. Je suis pas le premier, mais je suis un des premiers à être très très médiatisé, entre autres grâce aux interviews que j'ai faites sur YouTube. Il faut que je fasse attention à ce que je raconte malgré tout, parce que quand tu as des millions de gens qui t'écoutent, tu joues un rôle sociétal quasiment. Donc, je vous rassure les gars, j'ai la tête froide. Non, mais juste pour quand donner tu es père de famille, tu gardes la tête froide. Simplement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. C'est sûr. Donc, je suis obligé de faire gaffe à ce que je raconte. Si je disais la vérité totale, extrême, de la réalité des choses, à quel point c'est énorme, les gens ne me croiraient pas. Donc, j'y vais en douceur, si tu veux. Et je sais que c'est pire dans la vraie vie. C'est ça. Mais voilà, et par contre, les médias vont te parler toute la journée des arnaqueurs, vont te parler toute la journée de Nabila, ils vont jamais te parler de Mathieu Louvet. Et donc là, il y a une vraie responsabilité des journalistes aussi, dont le comportement anti-bourse, il y a un crack, on en parle, il y a une hausse, on n'en parle pas, qui ne focus que sur les arnaques des réseaux sociaux, et anti-influenceurs, c'est pas vrai déjà, c'est pas une juste représentation de la réalité. Il y a beaucoup plus de sujets sur les frais, sur l'épargne d'investissement en montant, que sur les arnaques. Mais c'est incomparable. L'enjeu est du x50, quoi, tu vois. Donc, voilà. Il y a des centaines de milliers de gens qui se forment sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as eu un article de presse positif dessus? Alors que c'est une réalité vécue au quotidien par des centaines de milliers de gens. C'est pas trois Pékins, tu vois, dans un club, quoi. C'est sans doute aujourd'hui des quelques millions de personnes dont le niveau d'éducation financière a progressé grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que tu as lu un seul article de presse là-dessus? Un seul? Je te mets au défi d'en trouver un seul. Il n'y en a pas. Donc, la culture de l'argent est en train de changer pour le mieux, malgré ceux dont c'est la responsabilité, les banquiers, les assureurs, les journalistes, les pouvoirs publics, l'école, tu vois. C'est ce phénomène-là que je trouve fabuleux, moi. Il y a un côté un peu frondeur chez les Français aussi, j'aime bien, moi, tu vois. On prend les choses en main nous-mêmes, etc. Tu vois, non, c'est sûr. C'est une démarche qui est très positive. C'est très positif parce qu'en plus, quand tu es en contrôle de ton argent, le premier truc que tu peux faire, c'est de devenir généreux, quoi. Donc ça, c'est génial aussi. L'autre truc que tu peux faire, c'est d'impacter le monde comme tu as envie. Donc pour moi, qui ai toujours été un humaniste par principe idéologique,
c'est magnifique, en fait, cette émancipation-là que t'apporte l'argent. Ouais, ouais. Donc voilà, juste le Oui, c'est mentionner. Il ça. y a aussi des choses très, très positives, en fait, tu vois, qui se Premier truc, passent. premier truc, d'abord pour toi, tu as plus de sécurité, plus de sérénité et tu maîtrises mieux ton argent. Et après, quand tu arrives à un certain stade, tu peux faire profiter aussi les gens autour de toi. Déjà, bon, donner de l'éducation, Bah, de la bien culture sûr, financière, ça c'est complètement gratuit. bah, bien sûr, hein. Une fois que tu as de l'argent, tu peux aussi en faire profiter. Quand tu es en sécurité, tu es plus créatif aussi, tu es Ouais, non, plus c'est sûr. entreprenant, tu es plus, voilà, donc c'est que du positif. Enfin, je veux dire, Et et le tabou a vécu, quoi. Ça suffit, quoi. Je veux dire, maintenant, enfin, on est en ouais, 2024, les gars, quoi. Tu vois, ah non, c'est clair. ça suffit, quoi. Vraiment, ça suffit, quoi. D'ailleurs, Quelle tu honte. disais, Tu vois, les gens ont plus honte de rien aujourd'hui. Je veux dire, pourquoi tu aurais honte de parler d'argent? Enfin, tu vois, j'ai reçu un message l'autre fois d'un mec sur les réseaux sociaux qui me disait dans le podcast que tu as fait avec InPower et Louise Aubry, tu dis que ta mère, elle était seule face à tout ça, etc. Ben moi, ça fait des années que j'essaye d'aider ma mère. Et elle m'a envoyé ton podcast et elle m'a dit qu'en fait, elle avait été conne de ne pas en parler de ses problèmes. hmm, Donc d'aider les gens comme ça, bah voilà, déjà j'embrasse ma mère parce que c'est pas facile la demande que je lui ai faite, quoi. Tu vois, quand j'ai dû demander à ma mère il y a 2 ans avant de faire ma conférence TEDx si elle était d'accord pour que je parle publiquement du fait qu'elle avait eu des problèmes financiers, ça a été difficile. Ça a été difficile. Et elle a accepté parce qu'elle sait que premièrement, bah, c'était pas de sa faute. Elle était seule face à ça et les banquiers lui ont fourgué des crédits conso dégueulasses à 15% d'intérêt, si tu veux, pendant 10 ans. Donc après, elle s'est retrouvée surendettée parce qu'il y avait juste trop d'intérêt. Elle n'a pas compris, hmm, quoi. ah ouais. Donc je ne peux pas lui en vouloir. Et puis elle était seule face à ça. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait personne. Elle était médecin, enfin, tu vois. Donc elle sait que ça peut aider. Et il n'y a pas de honte à avoir, en fait. Ouais, Donc non, c'est bien. ouais. Bravo à elle. C'est bien, ouais. C'est bien, mais faut juste continuer. Parce que là, je Ouais. pense que la dynamique qui était naissante en 2021, quand on a commencé tous les deux à collaborer, là, elle est inarrêtable. Je pense que là, quand tu On passes a de lancé le 50 train. 000 membres, ouais, quand tu passes de 50 000 membres à 300 000 membres dans un forum dédié aux finances perso sur Reddit, je pense que là, il est en train de se passer quelque chose, quoi. Ouais. On va voir. Si je vends 5 000 exemplaires de mon livre, je me serais trompé. Si j'en vends 100 000, c'est qu'il y a un besoin. On va voir. Après, ouais, tu disais que ça concerne tout le monde. C'est intéressant parce que tu vois, même ta mère qui est médecin, bah, ça l'a concernée parce qu'elle s'est retrouvée surnotée. Ça concerne aussi bah, tous ceux qui ont des comptes bancaires enfin, avec des placements financiers dedans ou des C'est assurances vie. c'est un Français sur Et- deux qui a découvert Ouais, une fois par an, c'est un Français sur cinq qui a découvert tous les mois, c'est ouais, 75% des Français qui comprennent pas les frais qu'ils payent sur leur épargne, c'est 75% des Français qui savent que la retraite leur suffira pas. Enfin, c'est tout le si tu monde. veux un produit plus, pas un produit, un projet, un sujet plus massif que celui-là, franchement, à part la transition écologique, le changement climatique et tout, je vois pas. Pour moi, c'est l'un des plus gros sujets sociétals parce que Ouais, non, c'est clair. en fait, il détermine tout le reste. Si les Français s'appauvrissent massivement à partir de 2045, on peut raconter ce qu'on veut. Quand la population vieillit et que l'État est endetté, à la fin, il y a moins de retraites. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Je veux dire, tout le Ouais, monde le comprend. Donc il y a non, encore c'est sûr. quelques politiques, quelques journalistes qui vivent dans un fantasme. Mais la réalité est tout autre. Donc c'est le sujet le plus important pour moi parce que c'est celui qui détermine si demain les grands-parents pourront soutenir financièrement leurs enfants et petits-enfants. C'est celui qui détermine de comment on va pouvoir se soigner, celui qui détermine de quelles études on va pouvoir faire, celui qui détermine de quelles entreprises on va pouvoir lancer. Je veux dire, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, ouais, C'est non, un c'est des sûr. sujets les plus importants de la société. Juste, je Et voulais. trop peu de gens en parlent. C'est sûr. Bah, c'est super qu'on puisse détabouiser cela. Et en tout cas, je voulais juste apporter la précision. Je disais que c'était faible, 2%. Moi, je te donne. Il y a des clients qui viennent vers nous des fois avec des assurances vie, conseillers traditionnels, etc. Il faut savoir, 2%, je disais que c'est faible parce que on n'a pas de frais de gestion. Il peut y avoir 1000 feuilles de frais, C'est frais incroyable. d'entrée, frais de sortie, frais d'arbitrage. Tu as les frais des fonds, 2%. Tu peux avoir les frais de l'assureur, 1%. Tu peux avoir les frais de gestion, de mandat, etc. Tu rajoutes entre 0,5 et 1% parfois. Je t'assure, hein, c'est des cas réels. Il y a des clients, des fois, qui arrivent, qui ont autour de 4% par an de frais de gestion dans leur assurance vie. Bah, c'est tout leur rendement qui part, quoi. Et c'est des contrats qui sont souvent en perte sur 10 ans, alors que pendant 10 ans, les 10 dernières années, tu as les marchés financiers qui ont explosé. Ils n'ont pris aucune hausse. En fait, tout est parti en frais, en fait.
Donc oui, c'est important de dire ça. Et moi, je te dis que Il faut que ça plus que, cesse plus surtout. que Il faut que ça 2%, ça cesse. peut être C'est énorme. surtout, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Les pouvoirs publics européens avaient une opportunité exceptionnelle de changer ça. Ouais. Il y a un an, il y avait un grand débat au sein des institutions européennes là-dessus. Et ils ont décidé de ne rien changer puisqu'ils ont subi une pression énorme en lobbying de la Ouais. part des sociétés de gestion, des assureurs, des banques. Ah, c'est sûr. Parce que cette industrie financière a pour elle la solidité, la stabilité et l'importance qu'elle représente pour les gens. Et c'est quelque chose qu'elle met en avant très souvent. Et parfois c'est vrai, et parfois c'est un peu charrié. Je te donne un exemple. Les contrats d'assurance vie. Tout le monde dit c'est l'outil d'investissement préféré des Français. Non, c'est le seul dont on leur parle en fait. C'est celui que l'État a mis en avant grâce à une réduction fiscale pour solidifier les bilans des assureurs français. Donc tu as des millions de particuliers qui sont prisonniers d'un produit merdique pour la superstructure publique. Ouais. C'est important que les assureurs soient solides en France. On est content d'avoir AXA et compagnie en France, tu vois, qui sont solides et tout. Est-ce que pour autant, c'est normal que le seul outil d'épargne utilisé soit l'assurance vie qui est hyper cher en frais ? Ben non. Ouais. Il y a plein de cas où les gens ils sont moins bien sur une assurance vie que sur un compte titre à payer 30% de flat tax. Il y a énormément de cas où les gens ils sont moins bien sur une assurance vie que sur un PEA. Il y a même des cas que tu mentionnais où les gens ils sont mieux sur un compte courant. Putain. Ah Mais ouais, tu ça, comprends c'est ce que je veux grave, dire ? hein. Non, c'est grave. Donc, c'est un problème vraiment énorme, ces frais-là. Mm. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer du jour au lendemain ? Très vite, oui, je pense. Je pense qu'en quelques années, ça va changer radicalement. De toute façon, c'est en train de changer sur les Radicalement. assurances vie. De toute façon. Radicalement. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des très très bonnes assurances vie avec des frais beaucoup plus faibles. Mais L'assurance l'industrie vie se reste protège puisque Oui. tu as une loi qui a été votée, qui était la loi Pacte à l'époque, qui autorisait les transferts de contrats d'assurance vie d'un courtier à un autre, parce que si ton contrat est mal géré, tu dois pouvoir le transférer. Et je l'ai vu, moi, en première ligne. Hein. Il y a les assureurs ont revendiqué auprès des pouvoirs publics que si on faisait ça, ça risquait de les déstabiliser, puisque ça pouvait faire des mouvements trop importants d'un assureur à l'autre, ou d'un courtier à l'autre. La vérité, c'est qu'ils veulent juste pas perdre la manne de Mais revenus oui, non, mais sur c'est laquelle sûr. ils sont assis. Eh ben, il a fallu des années de lutte, de start-up et d'un lobbyiste contre tout ça pour qu'on puisse enfin transférer son contrat d'assurance vie. Et aujourd'hui encore, il y a énormément de compagnies d'assurance qui refusent les transferts de contrats d'assurance vie d'un courtier à un autre alors que c'est illégal. Ah oui, oui. Moi, je peux témoigner. Hein, c'est exactement ce qui se passe. C'est très bloqué. Mais personne ne le dit. Et en plus de ça, tu peux transférer que si c'est le même assureur. Mais Donc, ça, c'est Enfin, ouais. je suis certain qu'il y a des actuaires qui ont fait des calculs très complexes qui démontrent de tout ça. Moi, je dis juste, les contrats d'assurance vie, il n'y a pas des dépôts et des retraits tous les ans. Il n'y a pas des clôtures. Il n'y a pas des créations. Ça bouge un peu quand même les encours des assureurs, tu vois, on est d'accord. Les transferts déstabiliseraient le tout. Quand tu prends un peu de recul, en fait, c'est tellement choquant que voilà. Donc oui, le marché de l'épargne a besoin d'être fluidifié. Et je crois le mot-clé, et c'est ce que j'essaye d'incarner, avec la puissance aussi de Trade Republic et sa solidité, avec les moyens qu'on a, avec la réussite qui est la nôtre, et la levée de fonds qui est la nôtre, et puis la profitabilité qui est la nôtre aussi désormais. J'essaye d'apporter la concurrence. C'est vraiment le mot-clé. L'autorité de la concurrence en Belgique, et j'encourage l'autorité de la concurrence française à regarder les travaux de l'autorité de la concurrence en Belgique, qui avait annoncé que les 4 banques principales belges étaient en situation oligopolistique et ne se faisaient pas suffisamment concurrence et que c'était pas bien. Bon, bah c'est ça le sujet en fait. Ouais. Le sujet, c'est juste d'apporter de la concurrence à une des industries qui est la plus protégée par ces barrières à l'entrée. Obtenir une licence bancaire, c'est un cauchemar. Développer une banque, c'est un enfer. Grossir en Europe, quand tu as une industrie financière, avec la réglementation, avec les frais, avec les contraintes, etc., c'est un cauchemar. C'est quasiment impossible d'apporter de la concurrence à ces banques. Donc en fait, il n'y a pas assez de concurrence, d'un côté, et de l'autre côté, les gens étant pas éduqués financièrement, ils ne peuvent pas apporter du challenge en tant que client. De dire, mais arrête de te foutre de ma gueule. Ouais. Combien de situations qu'on a connues, toi et moi, Mathieu, de particuliers qui disaient oui à leur banquier sur une ouverture d'un nouveau compte ou d'un truc d'assurance vie, en échange d'une réduction des frais. Qui a jamais passé un deal avec son banquier ? C'est un scandale. C'est un scandale complet. Ouais. Donc, c'est en train de changer. Il y a de la concurrence qui arrive avec les fintechs. C'est faible encore, mais néanmoins, ça commence à être un peu challenging quand même, parce qu'il n'y a pas que Trade Republic, il y en a d'autres qui sont grosses aussi.
et de l'autre côté, les gens qui n'acceptent plus, en fait. Et donc, bientôt, alors là, je peux déjà te faire Madame Irma. Je t'annonce un truc. En 2025, il y a des hommes ou des femmes politiques, et je ne sais pas quel bord encore, qui vont venir sur le sujet et défendre cette jeune génération d'épargnants et s'emparer de ce sujet-là. Parce que ça concerne tout le monde. Parce que pour l'instant, les politiques, ils ne l'ont pas vu du tout. Et je te garantis qu'en 2025, le sujet est en train de devenir tellement énorme. T'en as un qui va s'en saisir et s'en faire le porte-parole, etc. et faire de la récupération. C'est les particuliers qui ont changé la donne. C'est les créateurs de contenu qui ont changé la donne. C'est les entrepreneurs qui ont changé la donne. Maintenant, si on a les pouvoirs publics avec nous, on peut changer le système. Changer de système, c'est quoi ? Limiter les frais, obliger les banquiers à les exprimer en euros, faire des cours d'éducation financière, faire de la sensibilisation à la télé, sur la télé nationale. Combien il y a d'émissions de sensibilisation sur France Télé, France Radio, sur la transition climatique ? Combien il y en a ? Et combien il y en a sur le pouvoir d'achat ? Il n'y en a pas. Ouais, c'est sûr. Pourquoi il n'y a qu'un seul Julien Courbet en France ? Pourquoi il n'y a qu'un seul Julien Courbet en France ? C'est le sujet le plus important pour les gens, quasiment. C'est le deuxième sujet le plus problématique pour les gens émotionnellement après l'amour, c'est l'argent. Écoute, je voudrais juste finir sur peut-être une note un peu d'espoir, on va dire. C'est déjà, tu as dit quelque chose de très important, c'est les gérants professionnels n'y arrivent pas. Et en fait, avec des ETF, vous pouvez programmer vos investissements et obtenir cette performance-là que les gérants pros qui vous facturent énormément de frais ne vous donneront même jamais. Il y a un truc aussi qui m'a beaucoup parlé, c'était pour les femmes. Vous avez sorti une étude chez Trade Republic en analysant les comptes de vos clients et les femmes investissent mieux que les hommes. Ouais. Ça, c'est quand même dingue. Parce que les femmes sont vraiment absentes, enfin, c'est pas qu'elles sont absentes, c'est que peut-être aussi nous, sous-représentées. Elles sont sous-représentées. Nous, créateurs de contenu, on est beaucoup d'hommes. Les conseillers en gestion de patrimoine, on est beaucoup d'hommes, etc. C'est important, je pense, de faire passer ce message. Les femmes investissent mieux que les hommes. Moi, pour l'anecdote, moi j'ai une conseillère en gestion de patrimoine. Ok. Pour l'anecdote, mais c'est parce que... Nous, on n'en a qu'une, tu vois, chez Saint-Investir Conseil, c'est difficile d'en trouver. Ouais, je sais. Enfin, c'est un sujet hyper compliqué. C'est un sujet auquel moi je suis très sensible sur le plan personnel parce que ça a beaucoup touché ma mère, parce que j'ai une fille aussi. Je crois pouvoir dire que je suis une sorte dans un post-féminisme, quoi. Moi, j'ai grandi dans un monde d'égalité. Donc. Mais il est forcé de constater aujourd'hui que les femmes ont un risque financier plus important que les hommes en Europe. C'est vrai quasiment partout. Ouais. Un risque de dépendance financière, un risque de retraite plus faible, un risque de perte de niveau de vie plus important que les hommes. C'est avant tout lié à l'inégalité salariale. Et ça, moi, j'y peux pas grand-chose à titre personnel, mais à part sensibiliser, en parler. Donc, les femmes ont plus de risques que les hommes. Donc, les femmes doivent davantage s'en occuper que les hommes. Pourtant, elles le font moins. Sauf que quand elles le font mieux. Mais elles le font pas un peu mieux. Elles le font vraiment mieux. Vous vous rappelez quand je disais que 2% par an, c'est énorme ? Bon, nous, ça fait 2 ans de suite qu'on vérifie sur des millions de gens, avec du vrai argent, avec des vrais gens. D'accord ? Partout en Europe. Et les femmes, elles font mieux que les hommes. Et l'an dernier, elles ont obtenu 2% de plus que les hommes en moyenne. Statistiquement, sur des millions de gens, avec du vrai argent, c'est une représentativité statistique énorme. Les femmes investissent mieux que les hommes à long terme. Elles sont moins sensibles à des comportements extrêmes de FOMO, de fear of missing out, de peur de me rater une opportunité. Elles sont moins sensibles à la spéculation, davantage sensibles à la construction. Me demande pas pourquoi et je fais pas des généralités. J'observe. C'est juste ce qu'on voit. Donc, elles font plus de plans d'épargne. Elles utilisent plus d'ETF. Elles se tradent moins souvent. T'as déjà vu un broker qui te dit « trader moins souvent » ? Bon, voilà. C'est ce qu'elles font. Et ça marche. Donc, je pense qu'il y a 2 aspects, si tu veux. Le premier aspect, c'est que la communication, de manière générale, de l'industrie financière est très masculine. Ouais. Combien de fois on m'a fait communiquer, moi, avec des fusées, des Formule 1, des motos, des performances et des turbos, des machins. Donc, ça parle plus aux hommes qu'aux femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est des choses qui sont en train de changer de toute façon dans la culture de la génération Z. Hein. Donc, je pense qu'il y a le style de communication. Quand tu communiques sur investissez tranquillement, prenez pas de risques et construisez votre patrimoine dans la durée, c'est une communication qui est moins genrée et qui, du coup, parle plus aux femmes aussi. Donc, il y a un premier enjeu qui est le style de communication, tout simplement. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est davantage de nature socio-psychologique. Et c'est pourquoi est-ce que les femmes ont davantage peur d'investir que les hommes ? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse moi.
Ce que je sais, c'est qu'il faut les encourager sans doute d'une manière un peu différente. Mmh. Et donc, cet encouragement-là, moi, je me sens légitime à le faire, même si je suis un homme, parce que je suis un fils, je suis un mari, je suis un père. Puis surtout, j'espère être féministe, quoi. Je crois que je suis féministe. Donc, c'est quelque chose, moi, dont je me sens légitime. J'ai été surpris de recevoir des messages parfois de jeunes femmes me disant que je n'étais pas légitime, n'étant pas moi-même une femme. Donc, je regarde ça avec un peu de circonspection, quoi. Je ne sais pas très bien quoi en faire. Ce que je sais, c'est que s'il y a des femmes qui ont envie d'encourager les autres femmes à investir, elles peuvent venir toquer à ma porte quand elles veulent, je les aiderai. Moi, j'encourage les femmes à le faire, mais les hommes aussi, en fait, parce que moi, je m'en fous un peu du genre des gens. Tout le monde est dans la même merde, hein, hommes et femmes. Mmh. Alors, il se trouve que les femmes le font mieux. Donc, que je dis souvent à mes copains, c'est comme si nous, on arrêtait de faire des barbecues ou de jouer au foot, quoi. Ce serait un peu dommage, si tu veux. Bon, bah, c'est dommage que les femmes n'investissent pas parce qu'elles le font mieux que les hommes, en fait. Ouais. Donc, quand vous avez en couple des décisions de long terme à prendre, bah, vous savez à qui la confier. D'ailleurs, c'est Carrément. complètement inversé parce que les hommes devraient sans doute s'occuper des comptes au quotidien. Il y a une dimension de gamification qui peut assez bien fonctionner chez les hommes dans le suivi des comptes, avec un système de reward immédiate qui marche assez bien chez les hommes. Et les femmes s'occupaient des décisions de long terme. Et c'est plutôt l'inverse qui s'est passé historiquement en Occident. Donc, c'est intéressant de voir Ouais. on n'optimise pas nos ressources et nos talents. Mmh. Et après, si je prends un peu de recul, là, plus sérieusement pour le coup, sur le plan macroéconomique, pour l'Europe, c'est aussi important de laisser et d'encourager les femmes à investir au XXIe siècle que ça a été important de les intégrer au marché du travail au XIXe siècle. Mmh. Vous vous rappelez de cette époque où la moitié de la population n'était pas incluse dans le marché du travail? Bah, t'imagines, pour la croissance économique, c'est un énorme problème, en fait, si t'as la moitié des gens qui bossent pas. On est d'accord. Ça limite quand Ouais. même le progrès humain de manière considérable, quoi. Au-delà du fait que ça limite aussi leur liberté individuelle, etc., et crée de la dépendance. Donc, bah, ça, c'est aussi important aujourd'hui. Je ne vais pas vous inonder de milliards d'euros de calculs, de trucs comme ça, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, l'Europe va s'appauvrir. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Il y a pas mal d'études qui montrent ça aussi. Donc là, c'est l'étude Trade Republic vraiment en pratique. Après, il y a des études tu sais, de finances comportementales qui montrent que vraiment les femmes ont moins le biais de surconfiance. Bien sûr. Les hommes traitent trop, font trop d'allers-retours sur les investissements boursiers, spéculent trop en fait au lieu d'investir en bon père de famille. On devrait Tranquillement. dire en fait investir en bon mère de Ah, famille. je dis toujours en bonne mère de famille. Ouais. Moi. Ok. J'ai transformé l'expression Transformer l'expression. totalement, ouais, bien sûr. Bah oui, oui. Il y a un autre test hyper marrant qu'on a fait aussi, un peu triste pour les hommes, mais moi je trouve ça étonnant et puis je trouve ça piquant un peu, donc c'est sympa. Ça permet de réveiller un peu les consciences. Tu poses des questions économiques à des hommes et à des femmes. Mais avant de leur poser des questions économiques, tu leur demandes, est-ce que vous pensez que vous allez bien répondre? Bon, bah, je te fais pas un dessin. Ouais. Les femmes, elles disent, je vais mal répondre, mais elles répondent bien. Les hommes, ils disent, je vais bien répondre, mais ils répondent mal. C'est pas vrai pour tout le monde. Ouais. C'est des statistiques, c'est une moyenne, etc., évidemment, mais néanmoins, c'est une réalité. Ouais, c'est ça, c'est le biais de Donc, surconfiance. ouais, les, hommes, c'est évident. Ouais. les hommes pensent savoir, mais ne savent pas. C'est finalement. évident. Mais moi, le premier, hein, tu sais, moi, il m'a fallu longtemps pour réaliser tout ça. Je sais pas, un truc que j'ai connu tout de suite. Hein. Hmm. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre, ça. J'ai quelques questions aussi de la part de la communauté. Allez, Bonjour Mathias, est-ce que l'immobilier est plus sûr que la bourse? ça dépend comment tu diversifies. C'est toujours pareil. Comment tu investis aussi? Ouais, Quel risque tu prends? en fait, le niveau de sécurité, ça dépend de la diversification que tu utilises. Je sais pas quoi te dire. Celui qui a investi dans un Pinel tout pourri, dans une ville moyenne de merde où les prix de l'immobilier se sont effondrés, dans un quartier à tout péter, bon, bah lui, c'était très risqué, quoi. Ouais. Celui qui a tout mis sur Téléperformance il y a 8 mois, en bourse, bon, il n'est pas au top, là. Mais celui qui a investi tous les mois de manière diversifiée dans des ETF larges du monde entier, est-ce que c'était risqué ce qu'il a fait? Tu vois? Ouais. Est-ce qu'acheter une SCPI de bureau en 2019, c'est risqué? Donc, je sais pas. Ça dépend comment tu t'en sers. C'est toujours pareil, en fait. Hein. Est-ce que c'est risqué de mettre 50 € par mois dans du Bitcoin? Est-ce que c'est risqué de mettre toutes ses économies dans de l'Ethereum tout de suite? Ça dépend, en fait. Comment tu Est-ce que t'en c'est sers? risqué de laisser tout son argent et tout son épargne sur un compte courant aussi? Oui, Avec l'inflation. c'est pas risqué. C'est la certitude de perdre de l'argent. Ouais. Un risque, c'est quand c'est incertain. Ouais, là, c'est Quand sûr. quand tu n'investis pas, tu es sûr de perdre de l'argent. Et là, il n'y a pas de disclaimer. Il n'y a pas d'avertissement là sur les sites internet. Personne te dit attention, si tu mets ton argent là, tu vas perdre du blé. Ouais, c'est clair. C'est pas un risque, c'est sûr. Quand tu comprends ça, tu Bien renverses sûr, bien sûr. la perception Et du tout risque. le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Une autre question. Bonjour Mathias, comment vois-tu Trade Republic dans 10-15 ans? Une des plus grosses banques d'Europe, dans 2 ans. Ah ouais, c'est même pas dans 10-15 ans.
évidemment, je parle, c'est ma fierté d'entrepreneur aussi de répondre ça. Avant toute chose, c'est des dizaines de millions de gens qui auront une meilleure retraite. Voilà. C'est ça, Ouais. Trade République dans 15 ans. Des dizaines de millions de gens qui investissent pour leur Trade avenir. République. Dans la notion de république, il y a une notion de communauté quand même. Mm. On est d'accord. Il y a aussi une notion de citoyen, de gens responsables, de gens autonomes, de gens qu'on valorise, tu vois, de gens qu'on respecte. C'est cette communauté de dizaines de millions de gens qui m'intéresse. Ça fera une entreprise très profitable. J'en serai très heureux. Je suis actionnaire de Trade République. Évidemment que je suis intéressé à son succès et que j'en suis très heureux si ça grossit, évidemment. Mais je suis aussi une personne. Je pourrais aussi être en train de faire autre chose. Je pourrais gagner ma vie de la même manière autrement, en étant moins exposé, en chiant beaucoup moins, en voyageant moins, en travaillant moins. Et je le fais parce qu'il y a un impact très positif aussi. Ouais. Donc voilà, moi, Trade Republic, dans 10-15 ans, c'est avant tout les dizaines de millions de gens qui auront été rendus plus émancipés, plus autonomes grâce à ça. C'est ça surtout, pardon. Voilà. Très clair. Dernière petite question. Bonjour Mathias, je veux investir, mais je ne sais pas comment me former à l'investissement. Quels sont tes conseils? Abonne-toi à Mathieu Louvet. C'est aussi simple que ça. Tu prends le Reddit Vos Finances, Mathieu Louvet et ses copains. Voilà, j'en cite quelques-uns dans mon livre. Tu lis mon bouquin, tu achètes le bouquin de Mathieu quand il sort, tu t'abonnes à La Finance pour tous, tu vas sur Reddit Vos Finances à nouveau, j'insiste parce que c'est tellement important ce truc, parce Ouais. que t'es plus seul en fait. Ouais. T'es plus seul. D'un coup, t'es plus seul face aux problématiques d'argent. Et Reddit crée un système qui fait que c'est bon, le contenu est bon en fait. C'est de la modération collective. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que ce groupe me paraît tellement essentiel pour la société française. Donc oui, non, c'est facile de se former aujourd'hui. Le tout, c'est d'avoir la patience de le faire tranquillement, quoi. De pas se vouloir voilà, sortir du truc en 48 heures, tu vois. Ouais. Mais suivre quelques personnes sur les réseaux sociaux et regarder quelques vidéos de qualité, etc., c'est pas difficile. Et encore une fois, hein, soi-même en tant que particulier, on peut quand même obtenir des performances Énorme. énormes, Mais meilleures que les meilleurs tu peux gérants. changer. Ce qui est C'est quand fou, même fou. Et ce c'est qui est dingue, c'est que tu peux changer vraiment ton destin financier de manière radicale, quoi, en faisant peu de choses. Par contre, ce qu'il faut, c'est être simple, consistant dans la durée, tu vois, discipliné. raisonnable. C'est pas difficile. Ouais. C'est juste un changement culturel qui doit arriver. Et on est en plein dedans, là. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous manquez de connaissances aujourd'hui et que vous souhaitez apprendre à bien investir en bourse et à bien construire votre portefeuille d'ETF pour pouvoir faire fructifier votre argent passivement, vous pouvez accéder à ma formation offerte. C'est le premier lien en description et donc elle vous apprendra à bien placer votre argent et bien optimiser vos investissements. Dedans, vous apprendrez donc à transformer votre épargne et à développer votre richesse sur la durée et vous pourrez vous lancer en toute confiance. C'est le premier lien en description si ça vous intéresse. Merci beaucoup Mathias. Merci à toi, Mathieu.